2 balados sur des événements marquants. Scandale financier. Au début de l'année 2004, il y avait quand même des signaux d'alarme. L'histoire en personne. C'est au fond l'histoire du conservatisme qui se révèle. À écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 10 juin. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi matin, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la une. Pas mal de choses aujourd'hui et pas mal d'actualités au cours des dernières heures. On va entre autres se parler ensemble du Moyen-Orient parce qu'il y a de nouveaux développements encore ce matin. L'Iran qui a déclaré avoir mené des frappes contre plusieurs bases militaires, notamment en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, en représailles donc aux attaques des États-Unis contre des cibles iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis qui avaient donc décidé de cibler l'Iran à la suite d'un hélicoptère américain qui a été abattu. L'Iran dément avoir abattu l'appareil et les États-Unis maintiennent qu'effectivement les Iraniens ont abattu cet hélicoptère, d'où ces échanges de tirs encore au cours des dernières heures. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour faire le point effectivement sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures dans cette région du monde où il y a bien sûr ce cessez-le-feu censé être en vigueur, possiblement une entente à portée de main, répète le président américain, mais il y a encore des tensions et des frappes de part et d'autre. Julie-Jasmine Boudreau et Véronique Méran sont en studio avec moi à cette heure-ci. Bonjour à vous deux. Bonjour. Olivier s'en vient pour parler de sport. Il y a des développements aussi, Julie-Jasmine, au niveau culturel parce que on a des nouveaux développements dans le dossier de Patrick Bruel. C'était la fin de la garde à vue, en Oui. fait, de 48 heures. Alors, on se demandait quels allaient être les nouveaux développements et on les a ce matin. Donc, il va rester détenu, Patrick Bruel, et aujourd'hui sera, en fait, on dit en mise en examen. Donc, c'est l'équivalent d'être formellement accusé pour les violences sexuelles dont il fait l'objet avec cette enquête-là, notamment par la police donc parisienne. Et il y a le tribunal parisien aussi qui va déposer les accusations. Parfait, on va y revenir plus tard. Oui. On va bien sûr se reparler de Sophie Fauché, grande comédienne qui nous a Absolument. quittés. On l'a appris ça hier en fin de journée. On vous retrouve un peu plus tard, Oui. Julie-Jasmine. Prévision de la météo, ce sera humide. Oui, ça commence à sentir un peu, Ouais. l'humidité, ce petit air un petit peu plus tropical qui va remonter. Donc, qui dit humidité dit aussi chaleur et instabilité. Alors, ça commence. De belle façon quand même ce matin. On a de belles éclaircies, mais ça va s'ennuager. Probabilité d'averse dès la fin de la matinée. Risque d'orage plus tôt cet après-midi. Des températures de l'ordre de 25-26 degrés aujourd'hui. Indice humidex au-delà de la barre des 30, mais vous allez voir, ce sera encore plus lourd demain et vendredi. Vendredi, il y aura passage d'un front. Donc, on devrait ramener de l'air moins humide pour la fin de semaine. On peut tout de suite affirmer que la meilleure des deux journées va être celle de samedi en fin de semaine. Côté prévision, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, ça va, on l'a mentionné. Demain, on commence sous les nuages avec quelques averses. Par la suite, il y aura éclaircies et un risque d'orage à nouveau en après-midi dû à l'air instable. Les températures plus élevées demain, 25-28, mais l'indice humidex au 37, 39. On frôle les 40 là, en termes de sensations jeudi et vendredi. Vendredi, ce sera plus actif en après-midi en raison du passage du front. Donc, voyez un peu le scénario. Des conditions pas évidentes à anticiper au cours des 3 prochains jours. Du côté de l'Abitibi, les nuages seront présents aujourd'hui. 28 degrés quand même. L'air est humide partout. Ça va commencer à se sentir aussi vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, secteur du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Une tendance à l'ennuagement. Des températures près de 29 au Saguenay, au lac Saint-Jean. 22-24 degrés vers la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. 17 sur la Côte-Nord aujourd'hui. On aura un petit peu plus de soleil pour ces secteurs-là demain. Ça reste de l'air chaud et de l'air humide, principalement vers le Saguenay, l'Abitibi. Ailleurs, ce l'est un petit peu moins dans l'est du Québec. En territoire ontarien, on est dans le brouillard sur la portion nord ce matin. Il y a des avis qui ont été émis. C'est la quinzaine de degrés sous les nuages aujourd'hui. Actif, oui, on a des éclaircies, mais ces averses, ces orages sont présents sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Les températures avoisinent la barre des 30 degrés. L'humidité est bien présente. Et du temps actif, on en a eu encore une fois dans les prairies hier, le sud de la Saskatchewan, du Manitoba, ces images de nuages en entonnoir, probablement encore plusieurs tornades. Il y a plusieurs alertes qui ont été émises hier après-midi. De fortes pluies, inondations, dommages matériels par endroits en raison de la grêle.
des balles de tennis, vraiment des gros grêlons. Donc, du temps très actif sur le sud des Prairies. Ça pourrait être le cas encore aujourd'hui avec ces probabilités d'averses et risques d'orage. 14 à 18 côté Mercure. C'est pas que c'est très chaud, mais la configuration de l'atmosphère fait en sorte qu'on est dans la zone d'activité orageuse qui va se transposer tranquillement vers l'est et toucher une partie de l'Ontario pour aujourd'hui. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Au sport. Ça tombe derrière pour Theodore. Theodore, ça limite. Le revirement. Jarvis, et ça, la fin. Quel arrêt! Carter Hart! Et ça poursuit. Devant filet de tir et le but! In extremis! Oui, vraiment, on assiste à une finale de la Coupe Stanley, en tout cas pour les amateurs, assez spectaculaire. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Et les Hurricanes de la Caroline ont battu hier soir les Golden Knights à Las Vegas. C'est une série excitante. Ouais. Et on aura au moins besoin de 6 matchs parce que hier, les Hurricanes de la Caroline sont allés mettre la main sur leur deuxième victoire pour niveler la série 2-2 face aux Golden Knights de Vegas. Une victoire de 5-3. Et dans cette victoire, celui qui s'est levé et qui se lève depuis le début de cette série finale de la Coupe Stanley, c'est le capitaine de l'équipe. Vous avez entendu un extrait dans l'extrait, son deuxième but du match. Il a marqué 2 buts dans la victoire de 5-3 des siens. C'est Jordan Staal qui a marqué des buts lors de tous ses matchs, les 4 matchs de la finale de la Coupe Stanley. Il a trouvé le fond du filet, a fait le 5 buts en 4 matchs dans cette finale de la Coupe Stanley. Il en a 7 dans les séries. C'est vous dire à quel point il se lève au bon moment, il s'exprime au bon moment. Il permet donc à cette équipe d'aller chercher une victoire importante. C'est Brandon Bossy qui était devant le filet chez les Hurricanes de la Caroline. On sait que Rod Brindamour a gardé le secret le plus longtemps possible. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce sera le mot d'ordre jusqu'à la fin de cette série. On se demande maintenant est-ce que c'est Frédéric Anderson qui retrouvera son filet, lui qui a été numéro 1. Il faut dire que Brandon Bossy a fait du très bon travail hier. Donc, ce serait intéressant de voir comment gérera Rod Brindamour ses gardiens de but d'ici la fin de cette série. Mais donc, voilà. Série égale 2-2 entre les deux équipes. Et le prochain match, ce sera demain à 20h pour ce match numéro 5. On est de retour à Vegas, à Caroline, à Raleigh pour ce match numéro 5. Mais on nous en met plein la vue. Ah et oui, ça, vraiment. j'ai l'impression que la LNH s'en frotte les mains. On avait quelques questionnements à savoir est-ce que Caroline-Vegas, c'était bel et bien, les têtes d'affiche qu'on voulait pour une finale Sur de la Coupe papier, Stanley. ça fait bizarre un peu. Des marchés un peu moins excitants C'est ça. peut-être. On est moins dans les marchés naturels de la Ligue Exact. nationale de hockey. Mais côté spectacle, on ne peut pas se plaindre. Vraiment une série enlevante. Bon, parlez-nous de Serena Williams et de Victoria Mboko à Londres en double. Ça a été une belle rentrée pour les deux joueuses. Elles jouaient leur tout premier match depuis ce retour, oui, de Serena Williams. On parlait de ce retour à 44 ans, après près de 4 ans d'absence. Elle a fait son retour sur le terrain et ça a été une victoire pour elle avec Victoria Mboko, une victoire en 2 manches. Ça, je pense qu'on s'en plaindra pas, que ce soit rapide, ce premier match, pour vite chasser la rouille et chasser peut-être les doutes dans le cas de Serena Williams. Elle a été précise, elle a été très bonne et donc ça lui permet d'aller chercher cette victoire contre les 3e têtes de série quand même en 2 manches. Et là, ce sera intéressant de voir le prochain match puisque Victoria Mboko aura devant elle une compatriote, Lélanie Fernandez, qui sera avec Laura Sigmund. C'est sa partenaire pour ce tournoi en double au tournoi de Queens à Londres. Donc, 2 compatriotes qui s'affronteront avec Serena Williams, toujours aux côtés de Victoria Mboko. Victoria Mboko qui sera en action d'ailleurs aujourd'hui en simple. Programme chargé pour elle. Elle affrontera Karolina Pliskova pour son premier match au tournoi du Queens. Et chez les hommes, malheureusement, défaite pour Gabriel Diallo hier au tournoi de Bois-le-Duc. Une défaite en 3 manches contre le Français Adrian Manarino. Manarino qui avait perdu la première manche est allé chercher les 2 suivantes pour filer avec la victoire. Donc, élimination hâtive pour Diallo, tout comme ça avait été le cas pour Denis Shapovalov. Ce serait intéressant de voir maintenant ce que Félix pourra faire dans ce tournoi, toujours en attente de son adversaire. Et je reviendrai aux femmes très rapidement. Lélanie Fernandez était en action en simple hier. Elle menait son match qui avait été interrompu par la pluie. Malheureusement, elle a perdu contre Katie Boulder. Donc, c'est terminé pour elle en simple. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des quotidiens de ce matin, je vais commencer par Le Devoir qui se pose la question, est-ce que c'est efficace d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes? Vous savez qu'il y a cette intention d'Ottawa de restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux 16 ans et moins. Ça suscite des avis partagés chez des experts qui ont été consultés par Le Devoir. Il en sera question d'ailleurs aujourd'hui à Ottawa parce qu'il y aura dépôt d'un projet de loi visant à restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de 16 ans et moins. Ça a déjà été fait en Australie. Évidemment, on ne connaît pas encore le contenu
du texte législatif qui sera présenté au Parlement. Mais en même temps, oui, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients parce que, disent des experts, c'est aussi un endroit où les jeunes vont socialiser ensemble, vont chercher des groupes de soutien. Donc, il y a du bon aussi. Il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'interdiction? Le Devoir se penche là-dessus ce matin à sa une. On va rester dans le domaine des réseaux sociaux d'intelligence artificielle. Dénudée par l'IA à 12 ans, c'est le titre de la Presse Plus de ce matin. De plus en plus de jeunes filles découvrent avec stupeur des photos d'elles dénudées créées par des outils d'intelligence artificielle. Semble que l'aspect est très, très, très réel. C'est une nouvelle méthode d'intimidation malheureusement répandue chez les ados. Créer des hyper-trucages sexuels de mineurs, c'est un crime aux yeux de la loi, mais celle-ci n'évolue pas assez rapidement pour s'adapter aux nouvelles technologies. C'est ce que déplorent des experts. Un dossier de Chloé Bourquin dans le quotidien La Presse de ce matin qui a des témoignages justement de jeunes filles aussi jeunes que 12 ou 13 ans dont des photos d'elles ont circulé sur Internet faites par l'intelligence, créées par l'intelligence artificielle. Donc, on dirait véritablement que ce sont des photos d'elles nues. Ça sert entre autres d'intimidation. Certains, on le comprend dans l'article, ne réalisent pas l'ampleur, la portée de leurs gestes. Difficile aussi de remonter jusqu'à la source des personnes qui ont créé ces images, à lire dans La Presse Plus de ce matin. En une du site Internet de Radio-Canada, ce matin, on nous parle de justice. La moitié des cas de non-respect de conditions, les gens qui sont remis en liberté sous certaines conditions, ça concerne la violence conjugale. C'est ce que nous apprennent Amélie Desmarais et Camille Gaillard ce matin. Le nombre d'accusations en lien avec des conditions non respectées par des accusés de violence conjugale a presque triplé en 8 ans au Québec, jusqu'à représenter, imaginez, la moitié des dossiers de non-respect de conditions en 2025. C'est ce que confirment des données du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Le nombre de chefs autorisés en lien avec des conditions non respectées en matière de violence conjugale n'a cessé d'augmenter. Pourtant, le nombre d'accusations globales en cette matière a baissé de 20 % pour la même période. Les détails sur le site de Radio-Canada de ce matin. En une du Globe and Mail, on revient sur la situation au Moyen-Orient. Je vous en parlais au début de l'émission. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour faire le point là-dessus. Sinon, il est question du pont Gordie Howe qui va ouvrir cette semaine, dit-on, malgré les menaces de Donald Trump. Vous savez, c'est un pont construit par le Canada qui relie Windsor en Ontario à Détroit aux États-Unis qui devrait ouvrir prochainement. Toutefois, si M. Trump décidait de retarder l'ouverture à la dernière minute, en tout cas, c'est pas impossible. C'est une menace, effectivement, qui est bien réelle, mais autrement, ce nouveau lien important et commercial entre le Canada et les États-Unis devrait ouvrir cette semaine. Puis je termine en vous parlant du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui nous parlent d'une compagnie informatique de jeux vidéo qui font un tabac. Donc, ils ont des 31 millions de dollars de vente en quelques jours pour un jeu qui a été créé dans le marché Atwater de Montréal, qui est un jeu essentiellement sans dire réalité virtuelle, mais qui nous permet de créer une vie un peu comme simuler une vie. C'est un peu calqué sur le modèle des Sims, si vous connaissez ce jeu. Donc, on raconte cette histoire-là dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. Et on revient également sur le voyage d'une députée caquiste et de son conseiller pour une brève mission en Côte d'Ivoire. 20 000 $ pour 2 billets d'avion, titre le journal. C'est ce que ça a coûté, donc, en argent public. Vous aurez les détails dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, revenons sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces dernières heures. Le président américain Donald Trump qui a mis sa menace à exécution, qui a décidé de frapper l'Iran en représailles à cet hélicoptère qui aurait été abattu par les forces iraniennes. Oui, effectivement. Donc, l'Iran qui affirme avoir mené des frappes contre des bases militaires, Mathieu, américaines, en Jordanie, au Koweït et au Bahreïn. Des frappes qui ont été menées à l'aide de drones et de missiles. Et l'Iran, le régime de Téhéran, Mathieu, se dit prêt à riposter si jamais le gouvernement américain, si jamais les États-Unis lancent de nouvelles attaques. Selon les Américains, la quasi-totalité des missiles, des drones qui ont été lancés par l'Iran ont été interceptés. Donc, selon le gouvernement américain, selon l'armée américaine, en fait, il n'y aurait pas de blessés, il n'y aurait pas de cas. Les Américains, de leur côté, Mathieu, un peu plus tôt, avaient bombardé des installations de défense antiaérienne
des radars, de même que des postes de contrôle qui se trouvent dans la région du détroit d'Ormuz. Selon l'armée américaine, il y a une vingtaine de cibles iraniennes qui ont été touchées, des frappes qui ont été lancées, vous l'avez dit, en représailles à cette attaque contre un hélicoptère américain, même si Téhéran, le régime de Téhéran, affirme ne pas être à l'origine de cette attaque-là. Alors donc, il y a escalade de la violence, ça se poursuit. On peut même se demander ce matin si le cessez-le-feu, si la trêve entre Washington et Téhéran est terminée. L'Iran dit que les États-Unis ont mis à mal le processus diplomatique pour mettre fin au conflit avec ses frères. Oui, justement, il y a le ministre iranien des Affaires étrangères qui estime que l'administration Trump, Mathieu, a nui aux efforts diplomatiques qui sont actuellement en cours avec les frappes qui ont été lancées depuis hier soir, mais également, selon Téhéran, avec tous les messages contradictoires qu'envoie l'administration Trump, avec tous les changements de position, d'exigence qu'elle impose pour le régime de Téhéran, à tout le moins pour le ministre des Affaires étrangères, bien ça nuit aux efforts diplomatiques qui étaient en cours. Alors, il faudra voir pour la suite des choses quel impact donc aura ce regain de violence sur ces pourparlers. Est-ce qu'il y avait vraiment des pourparlers, enfin, sur les échanges, sur les efforts diplomatiques là, qui avaient été mis en place pour tenter de mettre fin à ce conflit dont Donald Trump souhaite se sortir, parce qu'on sait qu'il y a entre autres les élections de mi-mandat là, qui approchent rapidement. Là, oui, il disait encore au cours des dernières heures, je pense que c'est hier, comme quoi ça allait se régler dans les prochains jours. On voit ce regain de tension. Alors, il faudra voir. Mais en tout cas, la Chine et la Russie lancent un appel au calme. Oui, effectivement. Donc, parce que les deux pays, Mathieu, sont préoccupés. Ce qu'on nous dit sur les fils de presse que j'ai pu lire, on parle même d'être profondément préoccupé par ce qui s'est passé donc depuis hier soir, par ces frappes tant du côté américain que du côté iranien. Pékin, tout comme Moscou, donc qui appelle les parties à faire preuve de calme, de retenue et surtout à stopper cette escalade de violence pour pas que le conflit s'étende à l'ensemble de la région. Là. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau est de retour avec nous en studio. Oui, revenons sur Patrick Bruel. C'est sorti au cours des toutes dernières minutes jusqu'à nouvel ordre. Donc, il demeure détenu et va faire face à des accusations. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment un tournant majeur dans l'affaire Patrick Bruel. Après sa détention de 48 heures, c'est toujours dans le cadre, évidemment, de ces violences sexuelles rapportées par 13 femmes. Il va se présenter devant 3 juges en vue de sa mise en examen. Donc, c'est l'équivalent d'être formellement accusé. Pour, évidemment, en fait, ça concernerait 9 victimes pour des faits de viol, tentative de viol, d'agression sexuelle et d'harcèlement sexuel. On dit que les faits auraient été commis entre 2010 et 2019 et le ministère de la Justice demande également son incarcération. Donc, et c'est la première fois depuis le début de la procédure que les avocats de Patrick Bruel pourront se saisir du dossier, donc voir concrètement ce qu'on lui reproche. Et pour la suite, sachez aussi que si on recule un peu durant sa garde à vue, là, il y a eu quand même 3 nouvelles plaintes pour viol, tentative de viol, là, ça avait été annoncé. Donc voilà pour le dossier Patrick Bruel. Oui, et il risque d'y avoir encore des développements. On va continuer de suivre ça, mais tournant majeur, effectivement, ce matin. On a appris, ceci dit, hier en fin de journée, le décès de l'actrice Sophie Fauché. Elle avait seulement 68 ans. Il y a des décès, Mathieu, qui nous touchent et qui nous touchent particulièrement, et je pense que le public est d'accord avec nous là, concernant ce décès. Évidemment, actrice d'envergure, communicatrice hors pair, curieuse, insatiable, et le moteur de sa vie a été, bien sûr, l'émerveillement et la beauté. J'ai envie de vous faire entendre un extrait lorsqu'elle était à Pénélope en 2023, où elle parlait justement de sa vie en 5 mots. Émerveillement, je crois que c'est une clé dans la vie. Ma maman, Françoise Fauché, elle m'a dit, Sophie, l'émerveillement, ça permet d'avancer dans la vie. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de lumière aussi dans ses mots. Alors, ça la définissait énormément comme personne. On ne connaît pas, Mathieu, la cause exacte de son décès. Ça n'a pas été dévoilé, mais on sait qu'en avril, elle avait dû se retirer d'une pièce de théâtre. La pièce était en production. Elle s'était retirée pour des raisons de santé. Et ça a été vraiment une touche-à-tout au long des 50 ans de carrière. Elle a commencé sur les planches à 8 ans. Ensuite, au cinéma, La face cachée de la lune, Laurence Anyways. On lui doit aussi cette phrase culte dans le film Ding et Dong. Encore. T'es beau, mon cochon. Tout un registre
Toute une palette. En fait, c'est exactement ça. On avait du très, très comique, très caricatural. Là, je pense à la fameuse Cristal dans, évidemment, Le cœur a ses raisons, où parfois on allait dans des zones très, très sombres, des zones d'ombre qu'elle était capable de maîtriser, justement, à la télé aussi. On la voyait plus récemment dans Le retour d'Anna Brodeur, donc en espèce de psychologue au doigté légendaire. Et dans le domaine du doublage, elle était les voix de Queen Latifah, de Viola Davis aussi, la narration de la série Caillou. Je ne sais pas si vos enfants ont écouté ça. Il y avait cette voix, en fait, qui tissait les fils de l'histoire. Et dans le monde de la publicité, l'ange de Philadelphia dans les années 90, rôle qu'elle avait repris quelques années plus tard d'ailleurs. Elle a fait de la co-animation au Lyon. Elle a été aussi chroniqueuse à Kiwi et des hommes ou encore à Parasol et Gobelets avec son ami Pierre Brassard. Et elle avait cette grande passion pour deux artistes féminines. Frida Kahlo, elle a projeté son œuvre pendant 30 ans, soit au théâtre ou en livre jeunesse. Et plus récemment, la cantatrice Maria Callas, elle l'a incarnée sur scène. Alors, donc voilà, évidemment. Triste nouvelle. Oui, puis c'est ça. En faisant son parcours comme ça, on se rend compte à quel point elle pouvait aller dans toutes sortes de zones. Vraiment, une grande comédienne et les réactions sont nombreuses. Absolument. La classe politique, je pense à Christine Fréchette, évidemment, la première ministre qui a parlé de cette femme qui a marqué l'imaginaire collectif. Mathieu Lacombe a parlé, évidemment, ministre de la Culture, de comédienne exceptionnelle. Et je vais vous faire entendre son ami Pierre Brassard. Cette belle éducation, cette formation théâtrale, cet amour des mots. Moi, j'ai pas fait d'école. Et je me sentais un peu plus brillant à ses côtés. On se sent très touché. Hein? Ah, absolument. Il y avait les yeux dans l'eau. Alors, et bien sûr, nos pensées vont à sa maman, Françoise Fauché, comédienne, et son frère, François Fauché, qui est un de nos anciens collègues ici, journaliste au sport. Merci beaucoup, Julie Jasmine. C'était plaisir. Bonne journée. On va enchaîner avec Marie-Michel Bordua qui est en studio maintenant. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Ce qu'on va surveiller dans l'actualité aujourd'hui en Espagne, ce sera l'inauguration de la plus haute tour de la Sagrada Familia. Emblème de Barcelone. Évidemment. Et c'est une étape majeure qui va couronner un des chantiers les plus fascinants de l'histoire moderne, qui va concrétiser donc en quelque sorte là, du même coup la vision de son architecte Antoni Gaudí, mort il y a 100 ans. Le pape Léon XIV va célébrer une messe dans la basilique, toujours inachevée d'ailleurs, il faut le préciser. Notre correspondante Tamara Alterescu est sur place. Il y a un certain temps, on surveillait de très, très près les taux, l'annonce de la Banque du Canada sur les taux directeurs. Il y a une annonce aujourd'hui. Oui, et la plupart des économistes s'attendent à ce que ça demeure inchangé, ce taux, pour la 5e fois consécutive. Les experts vont quand même surveiller les indications que pourrait donner la Banque du Canada sur la manière dont elle gère les incertitudes géopolitiques. Le gouverneur de la Banque, Tiff Macklem, va tenir une conférence de presse un petit peu plus tard aujourd'hui. Et lors de sa dernière mise à jour en avril, il affirmait que même si le Canada est secoué par des événements internationaux et des incertitudes, son économie croît et devrait continuer de progresser. À voir quels seront les signaux envoyés cette fois-ci. Et puis, il y a la vérificatrice générale du Québec qui, elle, va rendre public son plus récent rapport sur l'aide financière à la filière batterie. Christine Roy doit faire part de ses observations et des audits de performance. Oui, ça risque de retenir l'attention, effectivement. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être avec nous le matin. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé à ma sœur. Ma fille est partie prendre une marche puis elle n'est jamais revenue. Et c'est pas normal. L'ombre du doute, le mystère Marilyn. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.